Rencontre au sommet hier avec le ministère de la Fonction publique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Soir d'Info. Nous recevons Hamidou Yeyu, secrétaire général du CELS, membre du G7. Hamidou Yeyu, bonsoir. Bonsoir Jean-Paul. Hier, vous avez passé pratiquement la nuit au ministère de la Fonction publique. Déjà, est-ce que vous avez dormi un peu? Pas plus de 30 minutes, Dieu seul sait. Pas plus de 30 minutes, entre 17h et 17h30. J'ai quand même tenu à profiter un peu parce que ce n'était pas évident. Je me disais, puisque l'émission, le format de l'émission lui-même ne permettait pas d'être debout, il fallait profiter un peu. Mais ça vaut le jeu en vaut la chandelle, Jean-Paul. Oui. Je voudrais donc vous saluer vos auditrices, vos auditeurs, vos téléspectatrices, j'allais dire. Saluer la communauté éducative, mais également les militantes et militants du CELS. Tout à l'heure, je disais, le jeu en vaut la chandelle, puisque quand on se bat pour les enseignants, quand on se bat pour l'école sénégalaise, l'école publique en particulier, aucun acte n'est de trop. Une traversée, surtout quand c'est une traversée assez chargée, avec une actualité très chargée, rassurez-vous, on ne sent même pas la fuite du temps. Ah oui? Oui, c'est passé très très vite. Et voilà, la preuve, c'est qu'on n'a pas fini carrément le document. On l'a quand même traversé totalement, et on n'a pas pu stabiliser le document dans sa totalité. Et c'est ça qui justifie, peut-être qu'on reviendra là-dessus, le renvoi de la rencontre à jeudi prochain. Au 16 avril. Tout à fait. Donc le protocole d'accord, un protocole d'accord, nous le savons depuis pratiquement 2014, ça a traversé un régime, la question des décisionnaires, un décret à élargir. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui a fait l'objet de ces discussions d'hier en profondeur? Oui, globalement, c'est beaucoup de points. C'est quand même beaucoup de points. Les enseignants soulèvent beaucoup de difficultés parce qu'ils en rencontrent beaucoup. L'école sénégalaise, elle aussi. Donc les questions que nous soulevons, ce sont des questions liées à la carrière des enseignants, mais c'est également des questions liées à l'école sénégalaise elle-même. Mais pour hier, c'était regarder le projet de protocole que le gouvernement du Sénégal a proposé au G7. Puisque pour rappel, nous sommes en mouvement depuis octobre jusqu'à ce jour, occasion pour nous de remercier les enseignants qui se sont mobilisés comme un seul homme, malgré les menaces, malgré les colibés, malgré les coques en jambes. Qui menace le gouvernement? C'est curieusement le gouvernement qui était censé apporter des solutions aux problèmes que posent les enseignants, qui menace. Le ministère de la Fonction publique? Le ministère de la Fonction publique, le ministre lui-même, pour être beaucoup plus précis. Ah oui. Mais mieux, Jean-Paul, au-delà du ministre, le Premier ministre a menacé. Mais là, c'est grave. Et pas n'importe où. Il a menacé à l'Assemblée et dans une rencontre d'un parti. Mais bref, pour nous, c'était moins ça l'essentiel. Nous, malgré tout ça, on a dit, nous allons faire focus. Mais vraiment focus sur ce qui mobilise les enseignants et la communauté éducative. C'est-à-dire nos préoccupations. Ça ne va pas nous divertir et ça ne nous a jamais divertis. Ça nous a permis au moins de resserrer les rangs et de faire focus vers nos préoccupations qui finalement ont fait l'objet d'un projet de protocole. Projet de protocole que le gouvernement lui-même a concocté, nous a proposé. Je pense que nous étions déjà à la mi-mars, fondamentalement, je me rappelle, c'est le 23. Oui. On l'a envoyé, nous l'avons regardé une première fois, on l'a amendé, on l'a retourné au gouvernement. Il y a eu une autre séance qui nous a permis de regarder le document dans sa globalité, ce qui n'a pas permis d'arrondir les angles. On est parti, il nous a renvoyé un énième draft qui nous a réunis hier et qui nous a permis d'aborder les questions liées aux décisionnaires. Vous avez au moins avancé sur certains aspects ou c'est toujours le statu quo? Quand même, il faut reconnaître, quand même, au moins hier, qu'il y a eu des avancées. Parce que c'est principalement la question de la surimposition. Il y a eu des avancées. Évidemment, les enseignants, ce qu'ils demandent, c'est que nous, on constate la surimposition, c'est-à-dire le trop d'impôts. C'est par rapport au rappel, notamment? C'est fondamentalement le rappel. Je vous ai souvent entendu dire que des enseignants qui pouvaient se retrouver avec 5 millions, par exemple, dans leurs droits, peuvent se retrouver avec 2 millions à cause de la d'impôts. Et c'est pas de trop ce que nous disons. C'est pourquoi on a dit, c'est ça les faits. Vous avez pu le démontrer, preuve à l'appui. Avec des bulletins. Oui. Avec des bulletins et avec un petit calcul, on se rend compte que le taux d'imposition dépassait largement la barre
normal, maximal, qui était de 45% du point de vue taux d'imposition. Et donc pour nous, c'était nécessaire de poser le problème. Heureusement, le ministère de la fonction des finances on l'a vu très ouvert, très open et très disposé à trouver un problème, une solution. Donc nous avons il a pris des engagements à mettre en place un dispositif d'accueil, d'audit. Mais avant d'abord le dispositif d'audit, il dit que tous les enseignants qui seraient concernés peuvent constituer un dossier, parce qu'il y a un dispositif déjà au niveau du ministère des Finances qui est prêt à regarder les dossiers, à les examiner. Les recours et besoin, voilà. Après être rétablis dans le droit. Oui, c'est ça l'engagement que le ministre a pris. Je dois aussi avouer, nous avons vu quelqu'un de très sincère dans le propos, engagé, qui connaît le dossier, qui connaît pour l'avoir, dit-il, pratiqué bien avant qu'il soit ministre. Ouais, en étant fonctionnaire. Oui, en tant que fonctionnaire. Donc on a été rassuré sur cette question et donc conséquence, on est arrivé hier à une clause liée à cette question. Sur le système de rémunération, nous avons toujours dit que le système de rémunération dans notre pays, il est unique. Il est inéquitable. Ouais, les iniquités, c'était justement... Voilà, donc ça a été pointé comme préoccupation depuis longtemps déjà. Finalement, le gouvernement dit, avec l'étude qui a été engagée, ils estiment que l'étude va être bouclée au plus tard en juillet. En tant que syndicat, nous pouvons avoir la possibilité, avec le gouvernement, de partager le contenu, donc le rapport d'étude. Et donc, si cela était avéré, nous pensons que c'est vraiment avéré, à partir de janvier 2027, le processus de correction, puisque c'est des mécanismes du point de vue décret, loi, arrêté, circulaire, ce processus va démarrer et devrait prendre en définitive complètement forme en juin 2027. Ça, c'est du point de vue engagement. Mais est-ce que vous pouvez nous faire des simulations pour permettre aux téléspectateurs de comprendre justement comment se présentent ces iniquités? En fait, ce qui se présente, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, un fonctionnaire de la hiérarchie A, enseignant, est payé par un autre fonctionnaire de la hiérarchie A d'autres régies financières jusqu'au double. Un fonctionnaire de la hiérarchie B du secteur de l'éducation peut être pris en charge. Le fonctionnaire de la hiérarchie B de notre secteur, surtout des régies financières, peut le payer jusqu'à double son salaire. Donc ne serait-ce que ça. Ensuite, même si on constate sur les faits la vie active, ce qu'on appelle généralement le train de vie, il y a un peu des éléments qui ne mentent pas, qui parlent, qui un peu font état du niveau de vie de la personne. Et ça, aujourd'hui, heureusement, nous avons été confortés en cela par les tenants du pouvoir, qui tiennent à rassurer aussi que pour eux, il y a quand même des inéquités et que de ce point de vue, ils sont disposés à corriger. Nous avons salué l'esprit parce que quand même, une chose était de reconnaître, mais une autre est d'engager cette étude. Et disent-ils, cette étude prendra fin à compter de juin, juillet, septembre ou plus tard, nous allons le regarder ensemble. Nous osons espérer que donc l'agenda qui a été dégagé va être respecté. En tout cas, ça faisait partie également de nos propos. Faisons en sorte que ce qui a été décidé, ce qui a été échelonné, planifié, puisse être respecté, de sorte qu'au bout de 2 ans, on viendra parler d'autres choses, peut-être même de refondation du système, de programmes scolaires. De l'alignement du calendrier. Voilà, scolaire à l'université par exemple. Donc véritablement, je pense que ça c'est du rôle de l'État et nous avons de l'autre côté trouvé un engagement. Maintenant, comme on le dit, on n'a pas eu que des ententes. Oui. À propos de l'indemnité de logement. Oui, l'indemnité de logement, à ce jour, il n'a pas fait l'objet de discussion parce qu'il est connu pour tout le monde. Oui. Il a été extrait de la ligne d'imposition. Ça, c'était selon les clauses de la grève de 2018. Oui. Il n'y a pas de problème pour l'indemnité de logement à présent, sauf que après, le gouvernement a voulu corriger, mettre ça à l'échelle. C'est passé de 60 à 75 000 pour... Aujourd'hui, on est à 100 000. Aujourd'hui, on est à 100 000. On n'aime pas souvent parler du montant, nous-mêmes, pour des raisons un peu... Oui. Mais ce que je dis sur les impôts... Mais ça ne détermine pas forcément le salaire. Non, oui, tout à fait, c'est un élément du salaire. Mais ce que je dis sur l'impôt, c'est que l'indemnité de logement, c'est que le gouvernement, en voulant régler des questions d'autres secteurs, a continué à léser le secteur de l'éducation. Par exemple. Parce que les contractuels de l'éducation ne bénéficient pas à ce jour de l'indemnité de logement, ce qui pour nous est aberrant. Pourquoi? Et creuse davantage ce que nous appelons un peu cette disparité salariale. Ben non, ce n'est pas une omission, c'est dans leur théorie que ce sont des agents, ce ne sont pas des fonctionnaires, c'est donc comme qui dirait un corps transitoire. Même si je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un corps transitoire, c'est un corps
À part comme entière. tout autre, qui a été institué par un décret, le 99-908, donc qui existe comme tout autre corps, comme le corps des instituteurs, des professeurs, des médecins et tout. Et de ce point de vue, il doit être habillé. Je pense que ça aussi, c'est parmi ceux qui doivent être corrigés dans l'avenir. Oui, d'accord. Donc vous disiez maintenant les points d'achoppement. Les points d'achoppement, mais c'est principalement la question des décisionnaires. Et du point de vue reformulation et échéancier. Oui. Ce serait bien de... Parce que la question des décisionnaires, oui. C'est quoi un décisionnaire? C'est un enseignant recruté comme tout le monde, qui fait le même programme, dans les mêmes écoles, sur les mêmes enfants, qui a le même traitement salarial, mais qui, du point de vue de son avancement, relativement au nombre d'enseignants décisionnaires qui avancent, comparé au nombre d'enseignants fonctionnaires qui avancent, le taux avant, il n'était pas le même. Mais quand aussi ce dernier décisionnaire avance en tant que décisionnaire, il n'a pas le même mécanisme d'avancement. Parce que ce qui lui est appliqué en termes de taux de péréquation était moindre par rapport au fonctionnaire, et donc il était lésé. Ce fonctionnaire, ce décisionnaire également, il peut être celui-là qui a eu son diplôme avant 35 ans, qui est l'âge limite d'entrée dans la fonction publique, mais qui, du fait du système des lenteurs administratives, finalement se retrouve comme un décisionnaire. C'est une victime. C'est une victime. Du système. Vraiment une victime, on l'appelle d'ailleurs à tort. Le gouvernement a tenté de corriger cela en 2006 avec un décret, le 2006-392. Ce décret avait pour mission, mais de corriger, en tout cas ceux qui étaient là, frappés par cette mesure, qui n'ont pas eu le diplôme avant 35 ans, qui devaient corriger. Malheureusement, le tard de ce décret, il était transitoire. 2 ans, tout le monde n'a pas été informé, tout le monde n'a pas constitué le dossier, et donc des gens ont continué à rester décisionnaires. Nous l'avons porté comme revendication, Jean-Paul. Nous l'avons porté parce que nous y croyons. Et je pense que pour dire vrai et ne pas insulter l'histoire, le CELS a été, s'il n'est pas le seul, s'il n'est pas le premier, mais parmi les tout premiers qui l'ont porté avec argument à l'appui. Parce que quand nous avons été investis à la tête du syndicat en 2021, en septembre, dès décembre, nous l'avons engagé en faisant quoi? En convoquant les collectifs des décisionnaires. La CNTS, notre centrale, nous a accompagnés. Nous avons tenu un forum sur 3 jours et chaque type de décisionnaire devait venir narrer son histoire, nous permettre in fine d'identifier le type de décisionnaire, de savoir quelle en était la cause principale et donc de dégager des pistes de solutions. C'est comme ça qu'on est arrivé à identifier le type de décisionnaire à tort, de fait, à comprendre que leur difficulté est fondamentalement juridique, donc liée à la teneur, au contenu des décrets 74-347 par-ci, 2006-392 par-là, mais que mieux, ce décisionnaire en activité ne sentait pas trop bien cette difficulté, mais plus à la retraite, parce qu'à la retraite, il a une pension dérisoire, il ne perçoit même pas le cadre de son salaire, il n'a pas l'imputation budgétaire qui était ce document qui lui permet d'être pris en charge en partie par l'État. Et donc on a dit, pour corriger cela, il faut permettre à ces enseignants décisionnaires, de manière optionnelle, mais de bénéficier de 65 ans comme âge de limite pour aller à la retraite. Ça, on l'a théorisé pour permettre à ces gens d'être encore dans le système, parce qu'on sait que la correction devait prendre du temps et continue encore à prendre du temps. Il faut les permettre d'être dans le système, de bénéficier, si c'est des 74-347, donc aujourd'hui 2066, ou alors si c'est le 2006-392, aujourd'hui devenu 2065, mais d'en jouir et de bénéficier également. Le gouvernement ne semble pas favorable. Ah non, là ils sont restés très très catégoriques, c'est ça le point d'achoppement. D'ailleurs, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas. Nous avons théorisé pour dire ce qui est clair, c'est que le gouvernement s'était engagé, quand nous étions en train de construire le contenu des décrets signés le 27 janvier dernier, le gouvernement a dit, le ministère de la fonction publique, que disons, cette correction des systèmes de la pension, de l'imputation budgétaire et des 65 ans ne pouvait pas figurer dans le décret statutairement. Ce que nous avons accepté, parce que c'est du point de vue juridique. Mais ils s'étaient engagés à corriger dans le cadre des conclusions, mais des concertations liées au statut de la retraite au Sénégal, et principalement la retraite des décisionnaires. Mais ce que l'on constate, c'est que quand les décrets sont sortis et que nous avons reposé le problème, pour nous, ça devait être de facto, ça devait couler de source, ça devait faire l'objet de corrections avec l'augmentation de la pension, l'imputation budgétaire et accepter les 65 ans. Mais voilà qu'ils rétropédalent, voilà qu'ils tiennent un autre discours.
voilà qui refuse systématiquement d'être clair du point de vue formulation et du point de vue à quand ils doivent s'engager véritablement sur la question. Et c'est ça, à ce jour, notre point de changement. Quel autre blocage, ou c'est le seul blocage? Un autre blocage, c'est peut-être qu'on avait demandé aussi de défiscaliser les impôts, comment ça s'appelle là, les impôts. Le gouvernement nous rétorque que l'impôt, un salaire, un dû, du moins, disons, voilà, des revenus sont forcément imposables. Mais pourquoi vous voulez qu'on le fasse pour vous? Oui, en fait, parce que justement, c'est un revenu spécial. Nous sommes les rares, mais vraiment les rares fonctionnaires qui attendent toujours des rappels, parce que presque seuls à être victimes des lenteurs. C'est pourquoi nous avons dit, si on corrige cette question de lenteur administrative, on n'aura plus de rappels à payer. En tout cas, pas à ce taux. 75 milliards ont été prévus seulement pour les enseignants en termes de rappel pour le budget là, contre 10 milliards pour l'ensemble des autres secteurs. Ça en dit long. Ça signifie que ce qui est imposé aux enseignants, c'est le traitement leur force à être dans une dynamique de rappel. Donc on dit, puisque c'est l'État qui commet une faute, qui prend ses lenteurs et qui permet d'accumuler des revenus durant des années, on ne doit pas, quand on va payer cet impôt-là, mais faire porter ce fardeau-là à l'enseignant. Il avait accepté d'ailleurs au début, les années 2022-2020, en nous théorisant ce qu'ils appelaient l'étalement, qui était un système de pondération de l'impôt et qui a permis d'adoucir cet impôt-là. Mais c'est comme si ils ont abandonné la pratique. Donc le phénomène, il revient au galop d'ailleurs, et c'est pourquoi les enseignants pensent qu'il faut corriger. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, mais c'est un fait qu'il faut corriger, et je pense qu'ils ont accepté le principe de la correction. Maintenant, comme on le dit, point de théorie, en tout cas pas de mécanisme trop scientifique, financier qu'on ne maîtrise pas. Nous, le constat, c'est qu'on a trop pris, il faut prendre moins. Personne, je dois le rappeler, aucun responsable syndical, aucun enseignant ne refuse de payer l'impôt. Mais nous estimons que l'impôt doit être équitable. On ne peut pas avoir des fonctionnaires. Voilà. Donc, c'est cette question-là, le gouvernement n'a pas accepté donc de défiscaliser. Nous estimons qu'ils vont accepter au moins de baisser le taux d'impôt. Ça, c'est dans le paquet relativement donc à la rencontre du jeudi prochain, qui nous estimons va permettre au gouvernement quand même de faire encore des efforts. Vous y croyez? J'ai l'intime conviction qu'il doit faire des efforts. D'ailleurs, j'ai dit, si in fine on se rend compte que le ministère de la fonction publique, en tout cas les membres du gouvernement, continue à buter, c'est alors le moment pour le chef de l'État, chef suprême des armées, de prendre le taureau par les cornes, mais de prendre ses responsabilités, j'allais dire. Oui, non, attendez. Vous savez, Jean-Paul, pour la petite histoire, avec les transporteurs. Je ne veux pas faire de comparaison, oui, parce que pour nous, cette comparaison peut ne pas être raison, mais nous avons demandé à rencontrer le chef de l'État il y a un peu plus d'1 an. Pour la simple raison de permettre au chef de l'État, mais véritablement, d'aller dans le sens de comprendre, d'écouter et d'entendre, pas que les officiels, mais d'autres acteurs du système, sur l'école sénégalaise, sur le système éducatif sénégalais. Ça ne lui serait que profitable. Il n'a pas daigné nous recevoir, on n'a pas compris pourquoi. Tout le monde constate, tout le monde est reçu, sauf les enseignants. Ça, c'est quand même aussi... Vous voulez des assises de l'éducation? Oui, en fait, pas forcément des assises, pas forcément. On veut lui parler. Parce que c'est sûr que l'oreille, du moins le propos du syndicat, ne sera pas forcément le propos de l'institutionnel. Oui, c'est clair. Il y a des filtres ailleurs qui auraient pu être réglés par les syndicats. Et ça, c'est au bonheur de l'école. Les assises, il y a suffisamment d'éléments. Il y a eu des assises en 2013, 2014. Il y a eu des concertations régulières. Aujourd'hui, le système éducatif, on a engagé la refondation. Le système a de la matière. Ce qui reste, c'est la méthode, c'est l'organisation, pour voir comment faire en sorte que ce qui est théorisé, ce qui est dit ailleurs, puisse être profitable au système éducatif sénégalais. Et parmi ça, il y a la motivation de l'enseignant, il y a l'égard, la considération que chaque État doit à ses enseignants, à ses acteurs. Parce que si on théorise un Sénégal émergent en 2050, qui doit passer par la santé, l'agriculture ou autres secteurs, mais c'est évidemment dans le secteur de l'éducation et de la formation que tout cela doit être porté. Le chef de l'État doit le comprendre, le gouvernement doit le comprendre, arrêter de stigmatiser les enseignants, mais de les traiter comme tout fonctionnaire sénégalais. Avec tous les égards. Avec tous les égards.
Oui, Hamidou Diédhiou, il faut le dire, hein, des perturbations et un risque d'une année blanche ou invalide pèse quand même sur le système éducatif. Qu'est-ce que vous comptez faire si le gouvernement se braque, par exemple, par rapport à certains points d'achoppement? J'ai rappelé tout à l'heure pour dire que nous n'allons pas répondre aux provocations. Nous n'allons pas être hors jeu. On va rester dans le jeu, dans le système. Nos préoccupations, quelle réaction, quel mécanisme pour des réponses. Ça signifie quoi? Que quand on bute sur des difficultés comme celles que nous avons rencontrées hier, parce que la question des décisions, pourquoi on s'arrête? C'est ça le nœud gordien de notre lutte. C'est ça l'essence de la bataille que les enseignants ont engagée. Parce que c'est une question de justice, c'est une question de jubanti. Donc pour nous, ça doit se faire totalement, pas à moitié comme c'est le cas aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas de possibilité de verre à moitié vide. Non, à moitié plein. Évidemment, ça, si on le fait, c'est comme si on n'a rien fait. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut que les gens comprennent notre discours. Ce n'est pas un discours de jusqu'au boutisme, mais de constance, de logique. Et on dit, c'est l'occasion pour nous de rappeler aux autorités de travailler à faire des efforts. Il ne s'agit pas de rester dans... Parce que ce qui nous est proposé, c'est quoi? Le gouvernement a dit une étude. D'ailleurs, par rapport à l'étude, moi j'ai personnellement posé la question au gouvernement depuis toute la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui à midi, on a quitté la salle. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments qui nous indiquent le type d'étude? Est-ce que le cabinet il est connu? Quand est-ce que l'appel d'offres a été lancé? Jusqu'à quand le cabinet, les études? Est-ce qu'on peut avoir les TDR? Aucune réponse, mystère et boule de gomme. Ça signifie quoi? Que même par rapport à la tenue de cette étude-là, moi j'ai des problèmes, j'ai des appréhensions. Et ça, je l'ai dit au gouvernement dans la salle. Ça signifie que si tant est que cette étude-là n'a pas démarré, ce qui reste, donc relèvement de la pension de retraite, imputation budgétaire et également les 65 ans, sera remis au calendrier grec. C'est pourquoi j'en appelle au chef de l'État à prendre ses responsabilités et à venir arbitrer cette situation. Ça signifie quoi? Ça signifie que si le gouvernement n'accepte pas de répondre favorablement à vos préoccupations sur la question des décisionnaires, vous allez continuer la lutte? Nous allons constater, que le gouvernement n'a pas fait d'effort sur une question centrale pour nous, importante pour nous. Nous constaterons, 2, que le gouvernement n'a pas entendu cet appel à l'effort que nous avons lancé toute la nuit d'hier. Et en tant que cadre du G7, nous apprécierons en tenant compte de la position des enseignants, mais pour définir la conduite à tenir. Je rappelle que nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des jusqu'au boutistes, mais nous tenons à la satisfaction des préoccupations que soulèvent les enseignants, que nous avons su taire depuis avril 2024 jusqu'à octobre 2025. Un peu plus de 2 ans pratiquement. Voilà. Une dernière question. La façon dont le gouvernement manage de façon générale les revendications des enseignants surtout, est-ce que vous êtes globalement satisfait avec, compte tenu de l'expérience que vous avez et cette fine connaissance que vous avez des sujets brûlants? C'est ni bon ni mauvais. Ah oui, parce que moi, je ne parle pas comme l'autre, mais j'ai dit, ce que nous avions théorisé au gouvernement du Sénégal depuis son avènement, vous venez d'arriver, vous avez envie de comprendre, parce que c'est ça. Mais pour comprendre, il y a un mécanisme. L'éducation traverse beaucoup de ministères. Principalement la fonction publique, le ministère de l'Éducation lui-même, les finances, l'urbanisme, le sport même. Par conséquent, et au regard du contenu du décret, du moins du protocole d'accord de 2022, tous ces ministères sont concernés. Le Premier ministre doit prendre la responsabilité de convoquer une grande plénière devant laquelle tous les ministres vont prendre connaissance des dossiers. Le ministère du Travail saurait que la question des cotisations sociales des contractuels lui est imputée et qu'il doit trouver solution à ça. Le ministère de l'Urbanisme, que des parcelles ont été promises au syndicat d'enseignants depuis 2003, 2010, 2014. Le ministère de la fonction publique, la question des décisionnaires. Le ministère des Finances, les questions de surimposition. Chacun s'approprie, retourne chez lui, organise des rencontres sectorielles, une grande plénière au bout de 2-3 mois pour aplanir et préparer l'année scolaire apaisée. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu nous imposer un pacte de stabilité. Ce pacte, nous n'avons pas voulu nous entrer dans ça parce que pour nous, c'était un fourre-tout. On s'est arrêté sur nos points, on a exigé ces préalables, ça n'a pas été suivi. La conséquence, c'est ça. Donc ça signifie quoi? Que le dialogue social lui-même, du point de vue mécanisme, mais d'apaisement du système éducatif sénégalais et d'autres secteurs,
ne fonctionne pas bien. Encore que celui qui est tenté, ou du moins se désigné comme dialogueur en chef dans sa démarche, les syndicats l'avaient récusé à un certain moment. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique lui-même, il se donne, mais presque en solo. Olivier Boucal. Voilà. Donc ça signifie quoi? Que l'action gouvernementale sur la question éducative, tant qu'elle n'est pas collégiale, Elle n'est pas bien synchronisée. tant qu'elle n'est pas bien synchronisée, tant qu'elle n'est pas une action anticipative ou anticipatoire, tant qu'elle ne permet pas d'écouter de manière stéréo l'enseignant, d'écouter non pas celui qui parle, mais ce qu'il dit, pour décrypter le bon message, pour comprendre ce qu'il dit du système éducatif, parce que pour nous, les gouvernements vont venir et s'en aller. Les régimes vont venir et s'en aller. Nous allons pratiquer le système. Nous n'avons que l'école. Et par conséquent, cet outil-là, nous n'allons pas le vendanger. C'est pourquoi nous estimons que quand on parle, on doit nous écouter et que donc travailler à ce que nous ayons un dialogue social très fort au Sénégal, parce que c'est à partir de ce dialogue social-là que tout peut être capitalisé. Le pays en a besoin, le système éducatif en a besoin, surtout quand c'est un système qui est éprouvé par des programmes qui datent de Mathusalem, par des programmes qui sont trop longs, éprouvé par beaucoup d'innovations qui ne semblent pas connaître cette coordination attendue, langue nationale par là, l'anglais par ci, le numérique et l'intelligence artificielle, tout ça doit être coordonné et je pense que ça aussi c'est l'occasion pour nous mais de lancer un autre pic dans le jardin de l'éducation nationale qui essaye quand même un temps soit peu, je dois l'avouer, très open, très ouvert, le ministère de l'Éducation nationale, le ministre lui-même, très accessible. Oui, mais quand même ça, je pense qu'il faut le lui témoigner, très ouvert, très disposé, mais tant que c'est lui seul qui le fait. Vous le félicitez pour son travail. J'ose le féliciter quand même. Je vais faire face aux Sénégalais pour le féliciter, parce qu'il ne s'agit pas de féliciter quelqu'un qui n'a pas essayé, mais de magnifier une bonne volonté et une dynamique que les enseignants... Mais il faut que ce soit coordonné. Il faut que ça soit coordonné. Parce que sans cette coordination, chacun va y aller dans son sens. Et puis après, savoir où tasser les neurones. Le président de la République sûrement nous a suivis. Merci infiniment. Je le souhaite vivement. Oui, Amidou Diédhiou, vous êtes le secrétaire général du CELS, membre du G7. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie, Jean-Paul. Vous félicite pour ce que vous faites. D'excellent. Nous vous avons suivi à la radio, aujourd'hui à la télé. Je vous encourage et vous souhaite donc plein succès. Merci. C'est moi. Merci infiniment. Merci infiniment à vous également de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.